Madame, Monsieur, en route pour notre grand voyage hebdomadaire. Cette semaine, à l'approche de la Journée internationale du droit des enfants, nos bambins seront à l'honneur à travers des reportages particulièrement poignants, vous verrez. Alors, de quelles injustices sont-ils encore frappés? Comment sont-ils considérés dans les autres pays? Et quelles sont les solutions pour améliorer leur quotidien? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, bien sûr, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs du jour. Nicolas Bertrand, qui nous donne rendez-vous en Inde. Fanny Lothaire, que l'on rejoindra au Brésil. Sylvain Lepetit, qui a fait le déplacement en Syrie. Et enfin, Marc de Chalvron, qui nous attend, lui, au Sénégal. Alors, pour la première escale, nous partons en Inde, où des millions d'enfants sont victimes de travail forcé pour subvenir aux besoins de leur famille. Bonjour Nicolas, c'est un véritable fléau, on le sait, dans ce pays. Et d'après les derniers chiffres, cela n'a pas l'air de s'améliorer. Bonjour Laurent, effectivement, non seulement cela ne diminue pas, mais en fait il y aurait de plus en plus d'enfants au travail ici en Inde. Il n'y a pas de chiffres officiels récents en la matière, mais selon les estimations, il serait entre 12 et 13 millions d'enfants de moins de 14 ans qui prennent tous les jours le chemin du travail. C'est énorme, cela revient quasiment à un enfant sur 10 ici en Inde. Ils sont partout, ces enfants qui travaillent, davantage dans les campagnes, mais dans les grandes villes, ici à New Delhi aussi. Par exemple, vous voyez derrière moi ce chariot avec des noix de coco, c'est juste en face de notre bureau. Eh bien, le vendeur derrière ce chariot a 13 ans seulement, c'est lui qui manie la machette pour découper les noix de coco et les vendre aux clients. Un exemple parmi des millions. Alors que font-ils ces enfants? Eh bien, ils travaillent principalement dans les usines, l'industrie textile, mais aussi dans les champs et de manière générale tous les jobs dangereux, mal payés. Ils travaillent de nombreuses heures pour un salaire de misère. Nous sommes partis à leur rencontre, un reportage poignant. Regardez, il est signé Amanda Jaquel, Victor Bachtik, Ram Pateria et Sidou Yadav. Sundri n'a que 8 ans et pourtant, elle travaille comme une adulte. Tous les jours, depuis plus de 2 ans, elle pioche le sol de cette décharge à la recherche de métaux. Je les revends. Et ensuite? Et après, que se passe-t-il? Et je gagne de l'argent. Et on le donne à notre famille. Cette petite fille gravit cette montagne de déchets à la sortie de New Delhi tous les jours. Plus de 16 000 mètres carrés d'ordures. Les enfants sont des centaines à venir travailler ici, dans cet environnement toxique et dangereux. Je me suis déjà fait couper là-bas. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre? Je me suis retrouvé enterré sous les déchets. En Inde, ils sont plus de 33 millions d'enfants entre 5 et 18 ans à travailler. Vendeurs à la sauvette ou forçats dans les mines, ils viennent majoritairement de la campagne et de familles pauvres. Allez, allez, on ramasse. La petite Sundri vit dans le bidonville en contrebas de la décharge. À 8 et 13 ans, elle et son frère travaillent, mais aussi vivent comme des adultes, loin de leurs parents, à plus de 1000 kilomètres de leur village. Chaque mois, ils envoient leur salaire à leur père. Eux vivent ici, dans cette pièce unique. Il y a un matelas, un sommier, et puis des vêtements, des jouets, une télé, un ventilateur. Il y a tout, même mon frère. Avec l'argent récolté, ils ont pu meubler la pièce et s'accorder parfois des plaisirs de leur âge. Elle, c'est Janira et elle, c'est Paris. Pooja donne des cours de soutien scolaire dans l'un des bidonvilles autour de la décharge. L'association veut retirer les enfants du travail grâce à l'école. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Depuis 5 ans, les professeurs encouragent les familles à miser sur l'éducation, quitte à se priver de quelques revenus, et ouvrent l'horizon des enfants. On leur a appris qu'il ne faut penser qu'au travail et à ramener de l'argent. Ils ne pensent même pas qu'il puisse y avoir une autre vie en dehors du travail, ou encore qu'ils puissent aller à l'école. La classe se veut distrayante pour encourager les enfants à venir.
Vous avez vu l'animal dans son dos? Est-ce qu'il boit du lait? Le petit Mohamed triait les déchets depuis sa maison. Il a réussi à convaincre son père de l'envoyer dans cette classe. Aujourd'hui, mon père me dit, va étudier. Apprends mon fils, apprends. Tu vas grandir et tu deviendras un professeur. C'est là tout le paradoxe de ses parents, tiraillés entre le besoin d'argent au présent et le rêve d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Mais que dit la loi en Inde, Nicolas? On ose imaginer quand même que c'est interdit de faire travailler des enfants. Oui, effectivement, c'est interdit, mais c'est assez récent. C'est une loi de juillet 2016 qui prohibe le travail des enfants ici en Inde. Mais concrètement, cette loi est peu ou pas du tout appliquée. Et puis, la loi comporte en elle-même des exceptions qui sont très critiquées par les associations. Par exemple, il est possible de faire travailler un enfant s'il s'agit du commerce ou du business. Du coup, le travail des enfants. Le gouvernement, lui, répond que c'est la réalité socio-économique de l'Inde qui veut ça. Et donc le gouvernement ferme les yeux sur ces millions d'enfants qui sont obligés de travailler tous les jours. Oui, mais justement, Nicolas, on l'a vu très bien à la fin du reportage, c'est un cercle vicieux parce que s'ils travaillent, ces enfants ne vont pas à l'école. Oui, exactement. S'ils ne vont pas à l'école, impossible pour eux de se dépêtrer de ce cercle vicieux de la pauvreté. Et puis ensuite, leurs enfants eux-mêmes devront travailler eux aussi, tout simplement, pour pouvoir nourrir la famille. Pourtant, en Inde, l'école est gratuite et obligatoire depuis 2009. Mais encore faudrait-il avoir l'opportunité, la chance de pouvoir aller à l'école tous les jours au lieu de travailler. Oui, touchant, révoltant et très instructif. Merci Nicolas et à bientôt. Notre voyage se poursuit au Brésil maintenant, un pays particulièrement marqué, vous le savez, par les inégalités. Et les enfants là-bas n'échappent pas à ce constat édifiant. Bonjour Fanny, on peut dire qu'ils ne partent pas tous avec les mêmes chances dans la vie, bien au contraire. Bonjour, oui, les droits ne sont pas les mêmes pour tous les enfants. Plus de 4 millions d'enfants vivent dans les favelas, ces quartiers défavorisés qui sont souvent abandonnés par l'État et les pouvoirs publics et trop souvent pris entre les feux des trafiquants et des policiers. Manger, dormir, étudier, aller à l'école sous la menace constante de tirs de balles, c'est le quotidien des enfants de ces quartiers. Marie Dengagbe et Florence Guanard se sont rendues dans l'une des plus grandes favelas de Rio à la rencontre d'une femme qui essaie d'éclaircir un peu leur avenir. Ce matin, les élèves de l'école Ouéré peuvent se rendre tranquillement en classe. Hier encore, comme 50 jours cette année, les portes sont restées closes. Impossible de traverser le Complexo d'Amaré, l'un des ensembles de favelas le plus violent de Rio de Janeiro. Que s'est-il passé hier? Malheureusement, hier, j'ai dû rester enfermé toute la journée à la maison à cause des tirs. Tu as ressenti quoi? J'ai eu peur. Ici, le quotidien est rythmé par les fusillades. 9 enfants sont morts de balles perdues en 2018 à Rio. Pour Victoria, 13 ans, c'est une enfance volée. On se demande si on va être touché par une balle, si on va vivre jusqu'au lendemain. Ce sont ça nos peurs. Si on va pouvoir vivre notre enfance et qu'elle soit meilleure. On veut juste une enfance normale, où l'on peut jouer, rire, aller à l'école, s'amuser avec nos amis, étudier, avoir un meilleur futur. Yvonne Bezerra, 71 ans, a dédié sa vie aux enfants défavorisés. Il y a 20 ans, elle ouvre son école. Depuis, elle essaye de la faire vivre tant bien que mal. Regardez hier. Ça, ce sont les enfants qui ne sont pas venus à cause des tirs. L'été, ça veut dire tir. Ils n'ont pas pu venir à l'école. Difficile alors pour ces enfants d'apprendre normalement dans un contexte traumatisant. Elle a donc créé sa propre méthode d'enseignement. C'est une méthode que j'ai créée pour les zones de conflit urbain et les guerres. Pour les enfants qui ne peuvent pas apprendre parce qu'ils perdent la capacité de mémoriser. Alors, on travaille ici la mémoire courte, le passage à la mémoire à long terme et la cognition complète pour qu'ils puissent réellement apprendre et comprendre. Une méthode qui associe cours traditionnels et des exercices ludiques. Pour échauffer le cerveau, 20 minutes d'activité mélangeant coordination, rapidité. En arrière, devant, devant. Qui va conjuguer le verbe? Mémoire.
Mourir. Mais aussi raisonnement. 22, 23, 24, 25, 26. Tous les ans, 400 enfants entre 6 et 17 ans viennent étudier dans cette école entièrement financée par des donations privées. Ici, pas de décrochage scolaire. Une cinquantaine d'élèves gagnent même chaque année une bourse dans un établissement privé d'élite. Pour Yvonne, ce n'est que justice. Tous les enfants ont le droit à tout. Ce que nous faisons ici, c'est faire que ces droits soient vraiment appliqués. Le droit à la culture, à la musique, à l'éducation, aux loisirs, à penser, à s'exprimer. C'est ça que l'on fait ici. Elle exporte désormais sa pédagogie en Europe, où elle forme des professeurs qui enseignent à des enfants réfugiés, traumatisés par la guerre dans leur pays. Mais je crois qu'effectivement, Fanny, pour tous ces enfants des favelas, on peut parler véritablement d'une enfance volée. Et oui, vous l'avez vu, les enfants qui vivent dans ces quartiers sont soumis à une extrême violence physique, mais aussi morale. Ils sont souvent victimes de préjugés de la part des policiers qui patrouillent, qui les considèrent souvent comme des bandits, de la graine de bandits. D'ailleurs, les conflits entre policiers et trafiquants sont en constante augmentation, surtout depuis l'intervention militaire mise en place il y a quelques mois à Rio. Des professeurs ont même reçu des formations de la part de la Croix-Rouge, des formations spéciales zone de guerre, dans un pays qui n'est même pas en guerre. Dans ces conditions, eh bien, la tentation d'intégrer le trafic de drogue pour avoir une forme de protection, gagner un petit peu plus d'argent est grande pour les enfants de ces quartiers. Le nombre d'enfants entre 10 et 12 ans qui entrent dans le trafic de drogue a doublé l'an dernier pour plus de 62% d'entre eux. La raison est tout simplement pour gagner un peu d'argent pour aider à la maison. Et est-ce que grâce au travail de toutes ces associations, la situation peut ou va changer justement ? Oui, avec Yvonne, il existe d'autres associations qui essaient de venir en aide à ces enfants pour leur apporter l'éducation, la santé, le sport, mais aussi la culture. Malheureusement, beaucoup craignent que la situation n'empire pour eux. Depuis quelques semaines, le nouveau gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, du même parti d'extrême droite que le nouveau président élu Jair Bolsonaro, a déclaré vouloir mener la guerre contre le trafic de drogue, donnant carte blanche aux policiers pour tuer tout homme armé dans ces quartiers. Une situation de politique de tolérance zéro qui exacerbe les tensions. De nouveaux affrontements ont eu lieu ces derniers jours. Il y a quelques jours à peine, 5 personnes sont mortes le même jour où nous aurions dû tourner initialement le reportage. Même avec des projets comme celui d'Yvonne, difficile d'avoir une enfance normale dans ces quartiers. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, en tous les cas, Fanny, pour toutes ces informations très importantes. Et à très bientôt, bien sûr. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage. En ce qui concerne le droit des enfants, justement, Internet peut être aussi bien une source de danger qu'un outil de communication très utile, Julia, notamment pendant la Journée mondiale des droits des enfants, où de nombreuses campagnes seront relayées sur la toile. Oui, exactement. À l'heure de cette journée, chaque personne est invitée à rejoindre plusieurs mouvements sous les hashtags GoBlue ou hashtag En bleu pour chaque enfant. En gros, vous pouvez arborer du bleu cette journée-là, au cours de cette journée, et le partager. Vous pouvez également afficher votre soutien à la cause des enfants en signant la pétition en ligne pour appeler les dirigeants du monde à s'engager, à respecter les droits de chaque enfant et à affirmer que ces droits sont non négociables. Et puis, ça concerne évidemment les enfants, on l'a dit. Les enfants sont très concernés et peuvent aussi agir en s'inscrivant sur le site de l'UNICEF en tant que jeune ambassadeur. Vous avez entre 10 et 26 ans. L'UNICEF propose que vous soyez représentant, bénévole, enfant, dans votre école, votre lycée, votre collège, votre association, votre centre de sport, n'importe lequel. C'est sur le site de l'UNICEF que ça se passe. Et le droit des enfants, c'est aussi quand même l'assurance d'être en sécurité sur le web, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On sait que le web est un outil fabuleux. Les enfants ont une très très grande aisance dans la pratique de cet outil. Il n'empêche que ce n'est pas un outil sûr et que le droit des enfants passe par leur sécurité sur la toile. Aujourd'hui, nos enfants passent 900 heures par an à l'école et 1900 heures par an devant leur écran. Alors, qu'est-ce qu'on fait bien ? On s'informe pour comprendre comment et pourquoi les préserver, en téléchargeant, par exemple, et en découpant et en collant sur votre ordinateur, eh bien, ces 8 conseils proposés par le ministère de l'Éducation nationale
à coller impérativement et notamment à lire avec ses enfants. Et puis, je voulais parler du droit à l'image qui concerne les enfants et vous parler de ce cas allemand qui veut protéger le droit à l'image de nos enfants, qui n'a jamais vu un petit enfant faire ses premiers pas sur les fils Facebook ou sur les fils d'Instagram. Eh bien, regardez cette campagne, c'est pour que les gens prennent conscience que leur image leur appartient. En France, le chemin est encore loin. D'après un spécialiste, un quart des enfants nés en 2015 possèdent déjà une identité numérique avant même d'être nés. Donc, il y a encore du travail. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup, Julia. Alors, pour la suite du périple, direction la Syrie, où, vous vous en doutez, la guerre a forcément de graves répercussions sur le droit des enfants. Bonjour Sylvain. Une pratique qui avait presque disparu, je dis bien presque, avant de reprendre de plus en plus belle ces dernières années. Je veux parler des mariages forcés. De plus en plus de jeunes filles mineures sont effectivement mariées contre leur gré, souvent en échange d'une dot d'ailleurs. Bonjour Laurent. En effet, les dots représentent des sommes d'argent qui peuvent subvenir aux besoins d'une famille pendant 1 ou 2 ans. Il faut imaginer qu'après 7 ans de guerre civile, les réfugiés syriens vivent dans des conditions dramatiques et parfois sans aucune perspective de retour. Que ce soit en Turquie, en Jordanie ou ici au Liban, ils ne peuvent pas travailler et le mariage des adolescentes représente la seule source, la seule rentrée d'argent possible pour toute une famille. Un phénomène que les ONG tentent d'endiguer. Reportage réalisé avec Sophie Guignon. Un vendredi comme les autres dans le camp de Zaatari en Jordanie. Près de 80 000 réfugiés syriens vivent ici. Plus de la moitié sont mineurs. Dans cette famille, c'est jour de mariage. Au centre de l'attention, Maha n'a pourtant pas le cœur à la fête. Allez, dis-leur que tu es heureuse. Oui, je suis heureuse. Mais non, tu dois le dire avec le sourire. Je suis très heureuse. Maha a 14 ans. Moyennant 2 000 € et une maison en préfabriqué, elle va épouser un voisin. Depuis le début de la guerre en Syrie, les mariages précoces se multiplient dans les familles de réfugiés de plus en plus pauvres. Pour elle, c'est à la fois une source de revenus et une bouche en moins à nourrir. Et le phénomène existe aussi dans les pays voisins. Au Liban, de nombreux réfugiés syriens ont bâti des camps de fortune dans la plaine de la Bekaa. Mariam Géa fait partie de l'ONG Amel. Depuis plusieurs mois, elle accompagne Lara, une jeune fille originaire de Homs en Syrie. Bonjour, j'espère que tout va bien. Lara a 16 ans. Il y a 1 an, elle a été mariée à un homme de 28 ans. Très vite, elle est tombée enceinte. Un jour, un homme est venu et on m'a dit que c'était un bon garçon. On m'a demandé si je voulais me marier avec lui. Il n'y avait pas d'amour, mais mes parents m'ont demandé d'être responsable. Après une grossesse difficile, elle a accouché d'une petite fille. Mais son mari a emporté le bébé. Aujourd'hui, elle a été recueillie par ses parents. L'accouchement a été très dur. Je n'avais pas idée de la torture que ce serait. Et après toute cette souffrance, je ne peux pas voir ma fille. Elle a 1 mois et demi, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais rien d'elle. Et maintenant, comment vois-tu le futur ? Après un divorce, c'est fini. Dans notre société, quand tu divorces, c'est fini. Je vais être rejetée. C'est le pire des malheurs. Mariam Géa intervient aussi en amont, auprès des mineurs les plus vulnérables. Chaque mois, le centre de Kamed El-Lawz accueille 150 enfants des camps alentours. Objectif pour Mariam, leur faire prendre conscience des risques. Ça veut dire quoi de se marier trop jeune ? Moi, ma mère s'est mariée à 12 ans. Tu ne peux pas aller dans un camp et dire à une mère que le mariage précoce n'est pas bon pour sa fille. Ça ne marche pas. Parce qu'elle va te répondre, moi je me suis mariée très jeune, ma mère aussi, et il ne nous est rien arrivé. Il faut travailler avec les enfants et avec les parents, pour que les enfants comprennent l'idée et que les parents en aient conscience sur le long terme. Déscolarisation, violence conjugale, grossesse dangereuse. Mariam explique à ces jeunes filles de 11 et 12 ans les conséquences d'un mariage précoce. Nous, on ne veut pas se marier maintenant, on est trop petites. Ça casse quelque chose en nous. Si tes parents veulent te marier, qu'est-ce que tu leur diras ? Je leur dirai que je ne veux pas me marier. Et si Dieu le veut, ils comprendront. Alors qu'au Liban, on estime qu'une réfugiée syrienne sur 5 se marie avant d'avoir 18 ans, Mariam entend bien éviter à ces jeunes filles d'être privées de leur enfance. Merci beaucoup Sylvain pour tous ces témoignages qui étaient importants d'entendre. Et à bientôt bien sûr Sylvain. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui va nous rejoindre. Avec vous Anissa, on va parler un petit peu de nous. Le droit des enfants est-il bien encadré en France ? A priori oui.
Disons que ce qui est évident concernant les droits de l'enfant en France, c'est que nous avons la théorie, les textes, et puis nous avons la pratique. Alors, nos textes, ils sont fabuleux, ils sont extraordinaires. Le plus célèbre et très certainement le plus fort est celui qui a été voté le 20 novembre 1989 à l'ONU et à l'unanimité, intitulé la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce jour-là, les gouvernements du monde entier se sont engagés à respecter la vie des plus jeunes. Ce jour-là, ce 20 novembre 1989, 191 États se sont donc engagés à reconnaître les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits fondamentaux obligatoires. Un vote historique, une convention historique qui ont donné naissance à la Journée mondiale des droits de l'enfant. Le 20 novembre, effectivement. Vous voulez dire qu'avant cela, qu'avant 89, les enfants n'étaient pas du tout considérés comme des êtres à part entière? En fait, à part entière, si vous regardez la définition, ça veut dire qu'ils ont les mêmes pouvoirs qu'eux. Alors, la comparaison se fait bien évidemment par rapport aux adultes. Et en fait, il a fallu attendre 1989 pour que les États reconnaissent que les enfants aient les mêmes pouvoirs, la même valeur que les adultes. Mais on va quitter la scène internationale pour se concentrer sur la France. Et là, disons, pour vous répondre, que ça dépend de ce qu'on entend par part entière. Parce que pendant très longtemps, il faut croire que quand il était question d'aller travailler à l'usine, on a pris nos enfants pour des êtres à part entière. En revanche, pour ce qui est de leur bien-être, et en tout cas à ce jour, par exemple, pour l'application de la Convention 1989, nous avons la mention « peut mieux faire ». Oui, sauf que ça fait quand même belle lurette que nos enfants ne travaillent plus à l'usine. Alors oui, en effet, depuis le 19e siècle, on va dire qu'il y avait un avant et un après 19e siècle. Et si des pas de géants ont été réalisés à cette époque-là, nous les devons à Monsieur Jules Ferry, l'homme qui a rendu l'enseignement primaire obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en 1842 et que si cette date est révolutionnaire, c'est parce qu'un an auparavant, un an seulement, donc en 1841, l'État français était déjà fier d'avoir fait voter une loi réglementant le travail des enfants. C'était quoi ? Les moins de 8 ans pouvaient enfin ne plus travailler dans de grandes usines, mais seulement dans des petites fabriques de moins de 20 ouvriers. Et attention, on parle toujours d'enfants de moins de 8 ans. Ils ne devaient plus travailler plus de 8 heures par jour. Ça fait peur. Pareil pour les enfants de moins de 13 ans qui ont vu leurs droits renforcés. Ils ne devaient plus travailler plus de 10 heures par jour. Donc comprenez que Jules Ferry a révolutionné et a littéralement sorti de l'enfer les plus jeunes. Des lois qui ont été applaudies par les familles ? Alors là, Laurent, en fait, il faut qu'on soit en 2018 pour penser ça. Parce qu'en fait, à cette époque-là, les enfants étaient considérés comme étant la propriété de leurs parents. Donc à l'époque, la loi a fait polémique, évidemment, essentiellement chez les libéraux qui ont hurlé contre une atteinte au libéralisme et une atteinte à l'autorité parentale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de quoi être rassuré? Est-ce que nos enfants sont bien protégés désormais? Alors, pour vous répondre, on va regarder de plus près quelques-uns des articles de la loi de la Convention internationale de 1989. Alors, les enfants ont le droit d'être soignés, protégés des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Pourtant, un Français sur 5 avoue avoir du mal à payer la cantine scolaire de son enfant. Il s'agirait même du repas principal pour les enfants des familles les plus démunies. Un autre article, les enfants ont le droit d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute autre forme d'abus. Pourtant, selon un sondage Harris Interactive publié en novembre 2017, plus de 2 Français sur 10 avouent avoir vécu des événements semblables à de la maltraitance. 16% de nature sexuelle, 8% font état d'une maltraitance psychologique et 5% de violences régulières. Et ils reconnaissent avoir gardé ces maltraitances sous silence. Ils n'ont pas communiqué. Donc en fait, non, l'État français n'est pas exemplaire et nous n'appliquons pas à la lettre la Convention de 1989. À ce jour, en fait, nos enfants ont le droit de se taire, nos enfants ont le droit de souffrir en silence, nos enfants ont le droit de ne pas manger à leur faim s'ils ont le malheur de naître dans une famille démunie. Nos enfants ont le droit de rentrer dans le rang, d'apprendre ce qu'on veut bien qu'ils apprennent. En revanche, ils ont le droit de consommer, ça oui. Et en fait, la conclusion, c'est que les droits des enfants sont interdépendants des envies des adultes, de notre psychologie. Donc peut-être grandissons nous-mêmes, arrêtons de nous regarder le nombril et respectons à la lettre la Convention de 1989 et très certainement tout ira pour le mieux concernant le droit de nos enfants. Une convention à lire effectivement et à méditer. Merci beaucoup. Merci Anissa. Alors pour la toute dernière étape, nous partons maintenant au Sénégal où de nombreux enfants sont abandonnés à leur triste sort. Bonjour Marc. Le droit des enfants a encore beaucoup de chemin à faire dans ce pays, notamment pour des dizaines de milliers de jeunes mendiants que l'on peut voir, que l'on peut croiser dans les rues de Dakar, entre autres. Oui, bonjour Laurent. Difficile quand on parle du droit des enfants ici au Sénégal de ne pas évoquer le sort de ces talibés, ces jeunes enfants parfois
très jeunes, 5-6 ans, pas plus, qui vivent dans des écoles coraniques et qui sont envoyés mendier dans la rue par des marabouts mal intentionnés pour ramener de l'argent. Il serait 30 000 au Sénégal, c'est considérable, et beaucoup décrivent à l'intérieur des écoles coraniques des sévices corporels. C'est un drame au quotidien et certains au Sénégal refusent cette fatalité. C'est le cas de l'association Village Pilote que nous avons suivi. Regardez ce reportage d'Aurélie Fontaine, Pape Sec et Marianne Getty. Chaque semaine, le mercredi matin, ils partent à leur rencontre. Ces éducateurs de l'association Village Pilote savent parfaitement où les trouver. C'est comme s'ils avaient rendez-vous. Vous savez qu'on vient tout le temps ici? Calmez-vous, asseyez-vous. Ce matin, ils sont une vingtaine d'enfants entre 10 et 20 ans qui vivent tous dans la rue. On dort là, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où dormir. Sur un carton, là-bas. Les éducateurs leur apportent un peu de réconfort, un jus de fruits et quelques soins à ces enfants souvent drogués, parfois violents, abîmés par la vie. Et nous qui représentons leurs parents, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont même pas cette idée-là d'aller à l'hôpital. 80% de ces enfants sont d'anciens élèves d'école coranique, comme Baye, 21 ans, dont 9 passaient dans la rue. Moi, j'étais dans une école coranique en 2009, mais j'ai fugué, car on me demandait de mendier et je ne rapportais pas d'argent. On me battait. Le rêve de Village Pilote, faire disparaître les enfants des rues sénégalaises. La tâche est colossale. Il y aurait 30 000 talibés dans le pays des enfants mendiants, la plupart à Dakar. Et c'est ici, à 50 km de la capitale, que l'association leur offre un refuge. 25 ans qu'elle a été créée. Chaque année, 350 enfants sont accueillis ici. C'est Loïc Trégui qui en est le fondateur. Un Français révolté à l'origine par le sort de ces enfants en déshérence, bien décidé à leur rendre leur dignité. C'est là où on vit, c'est là où on dort, c'est là où on mange. On doit avoir de l'hygiène, de la propreté. D'abord leur donner un cadre de vie, responsabiliser des enfants qui, d'après Loïc Trégui, ont de par leur passé des qualités rares. En survivant, ils développent énormément de compétences. On n'imagine pas à quel point. Et ici, c'est de gratter un peu tout ça et ces compétences renforcées par l'encadrement et puis la formation qu'on peut faire dans les ateliers. Ça explose, ça fait des gamins exceptionnels. Pour y arriver, il faut tout reprendre à zéro. Apprendre à lire, à compter, se former à un nouveau métier, la menuiserie par exemple. Le Village Pilote devient la vie de ses enfants avec ses règles et ses valeurs, sans cesse rabâchées. Respectez d'abord les consignes, des règles de jeu. Le rugby joue un rôle essentiel dans leur structuration. Benjamin Sagno en sait quelque chose. Lui qui est arrivé au Village Pilote à l'âge de 15 ans. 8 ans plus tard, il est international sénégalais. Un pas derrière, un pas derrière. Un exemple pour les jeunes qu'il revient régulièrement entraîner. Des fois, il vient à cause de moi pour regarder mes matchs, tu vois. Chaque jour, il dit, tu joues bien, tu fais comme ça, je vais devenir comme ça, tu vois. Ouais, je suis trop fier quand même, quoi. Trop fier, même. Que de chemin parcouru pour Benjamin qui rêve maintenant d'aller jouer et entraîner dans un club en France. La preuve pour tous ces enfants que la rue n'est pas une fatalité. Soutien, soutien, soutien! Ouais, très bel exemple de réussite, effectivement, dans ce reportage. Mais Marc, on imagine que toutes les histoires ne finissent pas aussi bien. Hein. Oui, effectivement, il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, tout simplement parce que ces enfants sont tellement habitués à vivre dans la rue qu'ils ont du mal à accepter le cadre qui leur est proposé, et ce d'autant plus que l'association ne veut absolument pas contraindre ces enfants. Un des plus gros problèmes, c'est celui de la drogue, car pendant leur vie dans la rue, beaucoup de ces enfants ont consommé énormément, ils sont devenus dépendants. Or, à Village Pilote, évidemment, la drogue est strictement interdite et c'est ce qui explique que beaucoup d'enfants fuient à nouveau, fuguent véritablement. Alors, ceci dit, il faut souligner que chaque année, en moyenne, l'association sort 195 enfants de la rue. C'est considérable. Ouais, un dernier mot, Marc, sur le phénomène des talibés. Comment est-ce encore possible
Pourquoi le Sénégal n'a-t-il pas mis fin à ce fléau ? Oui, en fait, c'est qu'en réalité, la question des talibés est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Tout d'abord parce que, à l'origine, les Sénégalais ont l'habitude de confier leurs enfants à des écoles coraniques pendant une période de leur vie pour apprendre la religion. Et ce qu'on voit avec ces enfants qui mendient dans la rue, c'est une dérive d'une tradition. Et puis, c'est plus complexe également, car beaucoup de ces enfants que l'on voit dans la rue sont de nationalité guinéenne, gambienne, des pays voisins du Sénégal, et l'État sénégalais est impuissant face à cette situation. On ne peut pas notamment rechercher les familles. Donc c'est une question complexe et douloureuse, et même si on voit des changements, l'État sénégalais a notamment interdit la mendicité des enfants dans la rue, les moyens qui y sont consacrés pour l'instant ne sont pas suffisants. Merci beaucoup Marc et à très bientôt évidemment sur Télématin. Madame, Monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour ces reportages passionnants. N'oubliez pas, mardi 20 novembre, date de la Journée internationale du droit des enfants. France 2 d'ailleurs se mobilisera à travers un documentaire intitulé « Enfance abusée », suivi bien sûr d'un débat autour de ce même thème. Eh oui, brisons le silence.